Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Délivrez-vous, une émission pour célébrer l'intellection. Délivrez-vous, une émission pour faire la promotion de la lecture. Délivrez-vous pour vous inviter à célébrer les choses de l'esprit. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai l'honneur de recevoir un ambassadeur. Je ne m'en vais pas vous dire quel ambassadeur, quel pays, mais place tout de suite pour ouvrir cette émission en beauté à la rubrique Temps Poème. J'assiste au drame, scène après scène, effacée comme une ombre. Je suis la seule lucide, la seule dangereuse, et personne autour de moi ne le soupçonne. La vieille fille, celle qui n'a pas trouvé de mari, qui ne connaît pas l'amour, qui n'a jamais vécu dans le bon sens du terme, il se trompe. Je savoure en tout cas ma vengeance en silence. C'est mon silence, ma vengeance. Dans la rubrique Temps Poème, j'ai osé vous lire l'insipide de Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet. Pourquoi? C'est parce que mon invité, l'ambassadeur de Suisse en Haïti, M. Jean-Luc Virchot, adore cette auteure haïtienne. Place donc maintenant à la présentation biographique de l'ambassadeur de Suisse en Haïti, M. Jean-Luc Virchot. Jean-Luc Virchot a une trajectoire de vie qui traverse d'abord un continent, l'Afrique, où pendant 30 ans, il a œuvré pour la coopération au développement au Burkina Faso pendant l'ère Sankara au Mali. Confronté au fondamentalisme musulman au Sénégal, au Bénin, pour enfin aller regarder de l'autre côté, en Haïti. Son chemin est une aventure à travers un continent à la recherche des différences et des altérités. Il y a 27 ans, il a rencontré son épouse Sylvana qui l'a accompagné en lui ouvrant les portes du monde culturel, art plastique, musique, littérature et surtout l'envie de poursuivre cette aventure avec 4 enfants. Jean-Luc Virchot, ambassadeur en Haïti pendant 4 ans, il va bientôt retourner sur le continent africain. C'est d'abord un homme de terrain, de formation agroéconomiste qui va à la rencontre des gens d'ici. Il va repartir en ayant fortement déployé l'action de la Suisse en Haïti, d'abord en orientant les programmes de coopération sur le local, les communes, les CASEC, les sociétés civiles locales. Convaincu que le développement du pays passera d'abord par le soutien économique local, ensuite le monde paysan, ces gens d'en dehors qui nourrissent Haïti et les artisanes et les artisans reconnus pour leurs compétences, base de la construction du pays. Enfin, la culture terreau de l'identité, secteur de fierté sans lequel rien n'est possible. Ce dernier secteur a fait l'objet de beaucoup de soutien de la part de l'ambassade de Suisse et d'ailleurs, le premier événement culturel organisé à la résidence de Suisse en janvier 2016 était le soutien à la publication d'un inédit d'Edzerviller, Ma vie sous l'occupation américaine, premier poète à obtenir un prix en 1908 de l'Académie française. Puis, le soutien aux revues littéraires Intranquillité, 360, Docréies et autres, sans oublier l'appui à la diffusion dans les universités du pays des ouvrages d'un tout grand Franck-Étienne. Pas en reste, son épouse Sylvana, dans le cadre de son association Laboratorio, s'est engagée à ouvrir des espaces de dialogue et de débat en faisant venir pour la première fois en Haïti le prix Nobel de littérature africain Wole Soyinka en faisant connaître son œuvre et surtout ses combats. Après 2 années d'émission,
Délivrez-vous reçoit son premier ambassadeur. L'ambassadeur du chocolat, l'ambassadeur des vaches, l'ambassadeur des banques, l'ambassadeur de Suisse en Haïti. Je commence par des taquineries parce qu'au-delà de cette émission, il y a de véritables liens d'amitié entre l'ambassadeur et moi. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue à Délivrez-vous. Dois-je vous voyer? Oui, s'il vous plaît. Bien sûr, je suis ambassadeur. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Je ne le serai plus dans quelques jours, mais je le suis encore. Donc il faut me vous voyez, c'est mieux. Non, c'est vrai que vous partez dans quelques jours, là. Vous partez dans une semaine, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Moins de 2 semaines même. Vous laissez Haïti. Vous êtes resté en poste combien de temps? 4 ans. 4 ans. Ah ouais, c'est déjà ça, quoi. 4 ans. 4 ans, ça fait une bonne connaissance du créole. Donc, vous dégagez très bien, ou qu'à comprendre le créole si on a parlé avec ou en forme. Piti piti. Mais est-ce que tu as déjà parlé créole? Est-ce que vous avez déjà essayé? Mais bien sûr. Et il me semble que même une fois, nous étions ensemble. Oui. Devant une foule. C'est vrai. Sur un concert de Bookman Experience. C'est vrai. À la Forêt des Pins. Vous aviez lu justement J'avais lu des un texte propos en en créole. Non, mais bon, je suis un homme de terrain, donc j'ai beaucoup tourné dans le pays. C'est vrai que le français, c'est la langue au niveau diplomatique, au niveau de nos rapports avec le gouvernement. Donc je passe aussi pas mal de temps à ce niveau-là, et donc pas forcément ancré et baigné dans le créole. Maintenant, dès que je suis sur le terrain, ça se fait en créole. Et je peux m'exprimer un peu en créole. La difficulté du créole, c'est que c'est une langue qui est très imagée, très très imagée. Donc c'est pas évident. Je peux me débrouiller dans le quotidien, mais dès qu'on rentre dans un discours et qu'on doit utiliser des proverbes, des expressions typiques, ça je ne l'ai pas. Et c'est vrai que c'est également la langue des raccourcis. Allez-y. C'est la langue des raccourcis aussi, certainement, mais j'ai une fierté. J'ai une fierté parce que ma dernière fille qui a fait 2 ans et demi ici avec nous parle très bien le créole. Ouais. Et ça, je suis fier qu'elle le fasse. Qu'elle soit aussi Non, mais en 2 ans qu'elle ait pu maîtriser le créole, en effet, c'est magnifique. Ah, elle est costaude. Hein. Et c'est elle qui m'apprend des expressions. Qui sont aussi des expressions de jeunesse de son âge. C'est lié à son âge. Voilà, c'est ça. Vous êtes donc un ambassadeur sur le départ. Qu'est-ce que ça veut dire être un ambassadeur? Pour un jeune qui a 25 ans, qui vous regarde, qui a 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, cette fonction? Que représentez-vous quand vous êtes ambassadeur? Moi, je représente un pays. Je suis extraordinaire et plénipotentiaire. Le côté extraordinaire, ça, je laisse chacun le soin de pouvoir le juger, mais plénipotentiaire, c'est les pleins pouvoirs. Donc, quand je parle, c'est la Suisse qui parle. Je représente officiellement mon pays. Donc, c'est une fonction officielle qui est à la fois politique et qui fait que on travaille sur ce dialogue et l'amélioration finalement du dialogue entre 2 pays. La Suisse a été un des premiers pays à reconnaître Haïti. Et c'est vrai que la Suisse est souvent dans cette position-là. Elle a un réseau d'ambassades qui est, je crois, le 11e ou 12e réseau d'ambassades au monde. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays neutre. Ouais. Et que cette neutralité n'est valable que si elle est reconnue par les autres pays. Sinon, cette neutralité ne vaut rien. Ouais. Donc, c'est cette obligation de cette petite Suisse neutre d'avoir un réseau de diplomatie très dense. Et voilà, on est en Haïti. Et sachez que je gère la 2e ambassade de Suisse au monde en termes d'importance de personnel. Ah ouais, quand même. Ça, c'est cette ambassade en Haïti, ça étonne tout le monde. Ouais. Cette ambassade en Haïti est jeune. On fête, ou on célèbre plutôt nos 10 ans cette année, 10 ans de présence de l'ambassade. Mais effectivement, il y a 75 personnes qui y travaillent. Bon, essentiellement des Haïtiens. 75, c'est énorme en effet. C'est 75, donc je viens juste après l'ambassade de Suisse à Pékin, mais je viens devant l'ambassade de Suisse à Washington. Pour Pékin, c'est normal, hein, ils sont nombreux. Ça pèse pas beaucoup. Pourquoi? Parce que l'ambassade de Suisse est d'abord une ambassade de développement.
Et je vous reçois justement dans ce contexte-là à cette émission Des livres et vous, c'est parce que votre ambassade soutient beaucoup la culture en Haïti. Oui, effectivement, c'est un choix, c'est une politique. Et c'est une politique qui a été établie juste avant mon arrivée par mon prédécesseur, avec un comité qui acceptait des idées de projets. Mais en fait, c'est moi qui l'ai mis en œuvre et qui l'ai poursuivi, bien entendu. Donc, à ce jour, on est à peu près à 70 soutiens à des artistes, à des associations, à des structures qui travaillent dans divers secteurs de la culture. C'est vrai que ce n'est pas ciblé. On a beaucoup travaillé sur la mémoire. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur de l'événementiel à travers le soutien des festivals. La Suisse est le seul pays qui soutient le festival de jazz à Port-au-Prince. Le festival de jazz de Port-au-Prince. Qui est un soutien institutionnel. Le festival de jazz à Port-au-Prince est un festival de grande qualité. De grande qualité. Ouais. Mais il n'a aucun appui institutionnel. Toutes les ambassades sont là, va chercher les musiciens pour les mettre à disposition du festival, mais il n'y a pas de soutien institutionnel au festival, ce qui n'est pas facile. Ouais, c'est vraiment un gros événement qu'ils arrivent à faire à la Fondation. C'est un gros événement qui arrive à faire, de grande qualité, et en même temps, bon, ils essayent de se débrouiller avec les moyens du bord. Ouais. Et je crois que c'est notre rôle aussi, non pas mais c'est notre rôle de pouvoir les soutenir dans cette dimension-là. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de déployer leur autonomie. Ça leur permet d'avoir une ligne artistique. Mm-hmm. Sinon, c'est les ambassades qui vont chercher, souvent en demandant conseil, etc., mais qui vont chercher les artistes qui viennent de leur pays, qui payent les artistes, qui payent leur hébergement, etc., mais qui ne soutiennent pas en tant que tel le festival. Donc ça limite finalement la ligne artistique du festival. Et vous soutenez beaucoup d'autres festivals, des festivals de cinéma, vous soutenez beaucoup de structures qui évoluent soit à Port-au-Prince, soit en province. J'ai envie de vous demander maintenant, monsieur l'ambassadeur, en 4 ans de mission en Haïti, quelle est votre vision de la culture en Haïti? Comment vous comprenez cette culture haïtienne? Écoutez, si la Suisse a fait le choix que la culture soit un des axes de son intervention, c'est parce que parce que c'est un vivier extraordinaire de création. Mais vraiment extraordinaire. Quand je compare de là où je viens, de la Suisse francophone, je veux dire, il n'y a pas photo. Il y a une capacité d'inventivité, de production, de proposition, de socle culturel qui me semble être un vecteur de développement. Le développement doit s'enraciner dans la culture. Le développement, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Mmh. Et pour qu'il s'enracine dans la culture, il faut aussi pouvoir soutenir cette dimension-là, qui est un élément, à mon avis, déterminant du développement. Ouais, donc Haïti doit partir de là, de sa culture. Elle doit partir de sa culture, et elle part de sa culture. Mmh. Et je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a une culture très riche, en dehors de Port-au-Prince aussi, et notre travail a été de soutenir. Mais on a soutenu essentiellement, malheureusement, 70% des 70 soutiens que nous avons faits, c'est à Port-au-Prince. Mmh. Il n'y a qu'un 30% qui est à l'extérieur. Ça ne va pas. Donc on va essayer de pouvoir équilibrer, et on va garder cette dimension de soutien, je dirais un petit peu ponctuelle, à des initiatives, mais on va tenter de le travailler de manière beaucoup plus structurelle. Ouais. Et ça va devenir une des lignes d'action, et qui est un choix de politique de développement de la Suisse ici en Haïti. Maintenant, par rapport à la littérature haïtienne, puisque nous sommes dans Des livres et vous m'aviez dit qu'il y a quelques auteurs haïtiens qui vous ont beaucoup marqué. Franck Etienne, par exemple, a eu une rencontre olympienne avec vous. Olympienne, oui, qui est un auteur absolument, un personnage incroyable, un auteur aussi fécond, et qui m'a marqué. Ouais. Et on m'avait prévenu, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vous qui ne m'aviez pas prévenu,
en disant, bon, si tu arrives à parler 5 minutes, on reparle pas du tout. Vraiment, on a parlé d'égal à égal, autant l'un que l'autre. Et c'était une très belle rencontre, une très très belle rencontre. Et en fait, ça m'a permis aussi de pouvoir soutenir son travail. Et Franck Etienne est ambassadeur de la culture haïtienne, mais c'est un ambassadeur volontaire. C'est un monsieur qui prend de l'âge. Il n'est pas soutenu par l'establishment politique haïtien. Par l'establishment, je dirais, de politique publique. Or, c'est quand même un grand monsieur. C'est un des grands monsieur d'Haïti. Quand je vois que Franck Etienne a du mal à pouvoir juste assurer sa santé à son âge, c'est vrai que ça me fait de la peine. Et on a travaillé là-dessus à travers simplement un coup de pouce pour doter un certain nombre d'universités des œuvres de Franck Etienne. Et qui a permis à Franck Etienne d'aller remettre ça dans diverses universités, à la fois de Port-au-Prince, mais de l'ensemble du pays, et de faire des dotations de livres qui ont été achetés par nous, par la Suisse, et qui a permis aussi de les déployer au niveau parce que ça permet une meilleure connaissance au niveau universitaire ou au niveau des lieux où se construisent la réflexion ici en Haïti. Et vous avez rencontré presque tous les écrivains haïtiens contemporains, et les jeunes et les plus âgés. Alors j'ai rencontré effectivement, grâce aussi à mon épouse, à Sylvana, qui a son association, Laboratorio Art Contemporain, et qui a fait que, c'est vrai, j'ai pu rencontrer toute une série à la fois de jeunes auteurs ou d'auteurs établis. Mais dans le comité culture qu'on avait à l'ambassade, on avait Yannick Lins, qui était dans le comité de lecture, qui a fait ce travail pendant 2 ans de manière bénévole, avec Bello, avec Paula Péan, avec Marie-Élise Théard. C'est eux qui tranchaient sur les choix des programmes à soutenir. Ça, c'est bien que les gens le savent. Ce n'est pas que l'ambassade choisissait un peu comme ça quel projet soutenir. Il y avait un comité culture avec des personnalités du milieu culturel haïtien qui sélectionnaient les projets que l'ambassade finançait par la suite. Exactement. Et ça m'a amené à... Mais vous savez, les premières rencontres avec la culture haïtienne, c'était pas en Haïti, c'était au Bénin. Ah, carrément, quoi. Là, j'étais chef de coopération à ce moment-là, et il y avait le mois de la francophonie. Et puis, on disait, qu'est-ce que la Suisse va faire pour le mois de la francophonie, etc. Et j'habitais juste en face de l'ambassade d'Haïti. Ma résidence était en face de l'ambassade d'Haïti à Cotonou. Bon, c'est un signe. C'est un signe. Carrément, quoi. C'est pas un hasard si je suis ici. En face, il y a un pays francophone. Et on s'est rencontrés. Ils avaient une chargée culture, Madame Coisotti. Et un jour, ils sont venus vers moi en disant, mais voilà, on aimerait jouer une carte et vraiment donner une visibilité à Haïti pour ce mois de la francophonie. Je crois que c'était en 2012 ou 2013. Et j'ai dit, ben voilà, plutôt que la Suisse fasse venir des groupes folkloriques suisses, on va soutenir Haïti pour qu'ils fassent venir ces artistes pour le mois de la francophonie au Bénin. Et c'est ce qui a été fait. Ouais. On a eu 3 personnages. 3 personnages clés, 2 écrivains. Qui ont pu faire le voyage jusqu'au Bénin. Gary Victor. La sœur de Lionel Trouillot. Evelyne Trouillot. Et on a eu une 3e personne qui était une intellectuelle, qui est malheureusement décédée, qui est Rachel Beauvoir. Rachel Beauvoir, ok. Et avec Rachel Beauvoir, on a même fait une cérémonie vaudou ensemble. Ouais. C'est que Rachel, c'est un grand nom du vaudou en Haïti, donc le Bénin, elle va bien s'y plaire. Voilà. Hein. Ouais. Donc, et son père aussi encore. Et donc on a fait une cérémonie vaudou où j'étais là et j'ai assisté à ça. On a fait des débats avec Gary Victor. Et c'est étonnant parce que Gary Victor, en ces 4 ans, je ne l'ai pas rencontré. C'est étonnant. C'est extrêmement étonnant. Hein? Alors qu'au Bénin, vous vous êtes rencontrés, vous avez sympathisé. Exactement. On a sympathisé. Bon, les choses se font comme ça. Ouais. Je l'ai vu plusieurs fois à l'ambassade de France. Ils ont sorti ce magnifique recueil de textes avec les jeunes magnifiques. C'est un travail remarquable qui a été fait par Gary Victor là-dessus.
Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas rencontré au-delà de ça. J'ai eu une très belle rencontre avec Lionel Trouillot. Il était venu à une fête nationale. Et puis il dit, je dis rarement du bien des ambassadeurs. Et c'était la fin de la fête nationale. Mais pour vous, je vais faire un texte. Oh. Et connaissant Lionel qui peut être tellement acide. Et je repasse à la table et Lionel, monsieur Trouillot, me dit, mais bon, vous n'êtes pas un blanc. Vous êtes un blanc retourné. Et je lui dis, bah, pas du tout, monsieur Trouillot, je ne suis pas un blanc retourné, je suis un blanc. Et c'est peut-être votre incapacité à vous altérer. C'est ce que je lui ai dit. C'était pas pour rentrer dans la polémique, mais je ne suis pas un blanc retourné, je suis un blanc. Ambassadeur de Suisse en Haïti. Ambassadeur de Suisse en Haïti. Voilà. Et oui, on défend les intérêts de notre pays. La Suisse n'a pas beaucoup d'intérêts politiques en Haïti. Ouais. On crée des alliances pour les Nations Unies, pour le Conseil de sécurité, pour placer telle ou telle personne, qu'elle soit haïtienne ou suisse. Mais on n'a pas tellement d'enjeux économiques. On n'a pas. Et moi, mon métier, je viens du développement, je suis agroéconomiste. Et ce que j'ai appris, c'est d'abord de penser, de présumer l'intérêt du pays qui me reçoit. Un diplomate qui a fait l'école de diplomatie, il est formé à défendre les intérêts de son propre pays. Moi, je viens du monde du développement. Donc, j'ai cette façon un petit peu décentrée de voir le développement et de voir la représentation diplomatique. C'est ce qui me permet aussi, beaucoup de personnes le disent, je suis un ambassadeur atypique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, être un ambassadeur atypique. C'est vrai que je conduis ma voiture, c'est vrai que je n'ai pas de garde du corps, c'est vrai que j'ai une certaine liberté de parole. Mais ce n'est pas pour autant que je suis ambassadeur. Voilà. Je représente mon pays. Mesdames et messieurs, des livres et vous, nous avons donc l'honneur de recevoir M. Jean-Luc Virchot, qui est l'ambassadeur de Suisse en Haïti. Place maintenant à une première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le pays en dehors, Gérard Barthélemy. Autorégulation et structure égalitaire. Comme toutes les cultures rurales, le milieu paysan haïtien possède sa cohérence, une logique interne qui nous est a priori étrangère et qu'il faut pourtant admettre si on veut la comprendre. Le non-développement du milieu rural haïtien est-il dû à une incapacité? Si l'on veut agir dans ce sens, le premier travail sera en effet de neutraliser les obstacles qui se dressent en chemin. Pour cela, encore faut-il les identifier. Les faux obstacles sont ceux que ressasse le milieu évolué d'Haïti depuis près de 2 siècles. Ils ne sont pas éduqués, ils sont analphabètes, ils sont archaïques, ils sont sclérosés, ils sont bloqués, ils. Sous des allures bienveillantes et même philanthropiques, ce discours se résume au constat suivant. Ils sont incapables en eux-mêmes, il faut donc les aider, les éclairer, les guider vers l'évolution bénéfique. Il en découle tout le discours formateur et éducateur que nous connaissons. Les vrais obstacles semblent se rapporter à des phénomènes plus structuraux. Ils relèvent d'une culture différente, voire même antagoniste à la culture de progrès qui est proposée dans le cadre de l'économie libérale moderne. Il est donc nécessaire d'analyser la cohérence forte et souvent admirable de cette culture pour voir quels sont les points de divergence par rapport au modèle proposé. Le choix du développeur sera alors soit d'éliminer les obstacles en sachant mieux comment agir avec efficacité, soit de renoncer à intervenir devant le danger de la destruction,
soit encore d'adapter ses objectifs à ce qui est acceptable et désirable pour l'autre. Le pays en dehors, Gérard Barthélemy, voici donc un livre qui fait irruption sur le plateau des Livres et vous, grâce à l'ambassadeur de Suisse en Haïti. En quoi ce livre vous a-t-il marqué? C'est un livre, oui, qui m'a vraiment marqué. Je pense qu'il m'a marqué et qui a permis à ce que pendant 4 ans, qu'on puisse, au niveau de l'ambassade, déployer des programmes différents. Parce qu'il donne une grille de lecture. Parce qu'il donne une grille de lecture de ce pays en dehors. Et on est en dehors de Port-au-Prince. Et on est avec les gens d'ici, municite. Et je crois que c'est ça. C'est là que le travail doit se faire. Et effectivement, on lance ces prochains jours un gros programme avec les organisations paysannes. Je ne dis pas qu'on a levé toutes les contraintes, mais Barthélemy donne des clés de compréhension. Ouais. Et ça permet d'être dedans. C'est un sociologue, à mon avis, ça date de 86. Ouais. C'est puissant. Ouais. C'est puissant. Et il propose même une feuille de route au programme de développement. Si vous voulez travailler dans la paysannerie, voici une feuille de route qui vous est proposée via ce livre, Le pays en dehors. Bon, j'ai toujours un peu peur des feuilles de route. Mais je me suis surtout appuyé avec des Haïtiens qui sont en lien avec ce milieu-là. Des agronomes, des sociologues, et qui ont des clés de compréhension. Ouais. Parce que nous, on reste l'étranger. Et il nous faut des clés de compréhension, au début. Ouais. Alors, c'est un livre qui a été publié après 86. Vous êtes un homme de terrain. Vous avez été dans le milieu rural haïtien à plusieurs reprises dans le cadre de différentes missions. Est-ce que ce que vous aviez vu en 2017-2018 rentre en résonance avec ce que Barthélemy avait décrit après 86? Est-ce que vous avez vu presque les mêmes choses? Est-ce que rien n'a changé? Il n'y a eu aucune mutation dans le milieu paysan haïtien? Il y a eu peu de mutations. Il y a eu peu de mutations. Il y en a à l'heure actuelle. Parce qu'effectivement, quand Barthélemy a écrit ce livre, il y avait peut-être 6 millions d'habitants en Haïti, voire moins. Ouais, maintenant, nous sommes à environ 12 millions. 12 millions, peut-être plus, peut-être moins. Entre-temps, on a 12 millions. Et il y a eu une migration vers les villes qui a été très forte, mais en même temps, je veux dire, l'exploitation familiale paysanne s'est rétrécie. Donc c'est beaucoup plus difficile pour le paysan haïtien de pouvoir d'abord assurer sa propre subsistance et de pouvoir contribuer. Mais c'est vrai qu'au niveau technique, il y a eu relativement peu d'évolution. Il y a eu peu d'évolution parce qu'il y a eu peu d'accompagnement. Et dans le niveau de vie, le niveau de développement? Mais dans le niveau de vie, ça a empiré. Bien entendu que ça a empiré. J'étais récemment encore dans la région des Irois, de Ansdeno, de Dame-Marie. Il y a une production agricole qui est extraordinaire, mais extraordinaire. J'étais complètement abasourdi de voir les avocats, les ananas, les ignames, vraiment. Ouais. C'est le grenier d'Haïti, en effet, la grandance. Grande difficulté, je veux dire, pour y aller entre Chambellan et Dame-Marie, c'est moins de 20 km et j'ai mis 2 heures. Ça signifie qu'on ne peut pas sortir les produits agricoles. Ça signifie qu'on n'a pas la capacité de pouvoir rémunérer à son juste prix le travail du paysan parce qu'on ne peut pas le mettre en commercialisation. Et donc, il y a aussi des contraintes et des conditions cadres qui font que le paysan haïtien a certainement de la difficulté à pouvoir évoluer dans ses pratiques culturelles. Et le pays en dehors, monsieur l'ambassadeur, c'est aussi un livre qui nous apprend que le milieu paysan haïtien a presque inventé son propre système de régulation. L'État n'existe pas dans les milieux ruraux. L'État n'existe pas. L'État n'existe pas. Je veux dire, c'est extrêmement cloisonné. C'est très cloisonné. D'où des systèmes d'autorégulation qui passent par la famille, par les églises, mais aussi par la sorcellerie. Bien sûr. Ah oui, tout ça est matiné
Hein, c'est comme dans nos campagnes aussi. Hein. Vous savez, on a encore brûlé au XIXe siècle des sorcières en Suisse, et dans les campagnes en particulier. Oui, parce qu'il y a une dimension conservatrice. C'est lié au rapport à la terre, c'est lié aussi à cette protection au niveau culturel qui fait qu'il y a des formes d'inertie. Ouais. Mais en même temps, ça peut bouger. On a travaillé juste après Mathieu avec 8 réseaux d'organisations paysannes dans la Grand'Anse. On a été le premier pays à intervenir de manière vraiment substantielle pour apporter des semences, pour apporter pour déblayer les parcelles, pour... Ouais. C'est vrai qu'après Mathieu, la Suisse était très présente en effet. On était très rapide. Ouais. On était vraiment très rapide là-dessus. Et on a travaillé, on a contractualisé avec 8 réseaux d'organisations paysannes, avec quand même une contribution substantielle. Et ils ont fait une autorégulation à l'intérieur. Le danger, c'était qu'il puisse y avoir des tournements, puisqu'ils géraient l'argent. Ouais. Et ils n'ont pas l'habitude de gérer forcément l'argent. Ouais. Et ils ont géré l'argent. On les a accompagnés là-dessus. Mhm. Hein. Ouais. Et sur les 8, d'eux-mêmes, ils en ont exclu 2 réseaux qui avaient triché. Moi, D'où ce système d'autorégulation en milieu paysan. exactement. Je dis, on n'est pas dans l'impunité. Mais est-ce que vous pensez que la paysannerie haïtienne peut constituer, en regard à ce livre et en regard à vos actions sur le terrain, le noyau du développement d'Haïti? Est-ce que ça peut partir de là maintenant en 2018, vu l'état du développement de l'économie numérique, du monde de la finance et de l'ingénierie informatique? Pensez-vous que la paysannerie peut constituer un socle pour que ce pays bondisse vers le progrès? Oui, mais bien sûr. Et j'y crois. Je pense que, vous savez, la FAO a décrété en juillet que le pays le plus sous-alimenté au monde était Haïti. En quelle année? En 2017? 2018. 2018? Oui, 2018. Ah ouais, ils ne nous ont pas ménagés, ces mecs. Ils n'ont pas ménagé. Donc, le pays le plus sous-alimenté. La proportion d'autosuffisance alimentaire, c'est moins de 50%. Mais 95% de cette production-là, c'est quand même l'exploitation agricole familiale. C'est le jardin Lacou qui produit ça. Oui. Et à mon avis, sans aucun appui externe, ou très peu. Très, très peu. Il n'y a pas de système de vulgarisation. Mhm. Donc, voilà, il faut le travailler. Ouais. Et je pense que je reste persuadé que assurer et asseoir cette production-là est essentiel pour le développement d'Haïti. Ouais. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que vous trouvez ce modèle agricole pertinent, ce modèle d'agriculture un peu par famille, ce modèle par la-coup, comme on fait en province dans la paysannerie? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir un peu au modèle de Jean-Jacques Dessalines qui voyait de grandes propriétés et non une agriculture portionnée? À votre avis, quel modèle peut soutenir mieux le développement? Une agriculture portionnée, chaque paysan a son portion de terrain, ou l'État posséderait la terre et ferait de grandes propriétés? Bon, moi, j'ai pas à avoir un avis. Oui, je peux avoir un avis là-dessus. Ouais. Bon, sincèrement, l'agrobusiness, à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, à mon avis, c'est très difficile. C'est très difficile. Regardez ce qui se passe par rapport au foncier. Je veux dire, c'est une vue de l'esprit. Mhm. Et on ne peut pas mettre de côté, à l'heure actuelle, 5 millions de personnes et qui continuent à produire une agriculture. Et l'agriculture familiale paysanne, c'est elle qui produit ça. Et on peut l'améliorer. Et on peut améliorer sa productivité. Et pour ça, bien entendu, il faut de l'accompagnement. Nous travaillons, nous lançons ce programme dans le mois qui vient, un programme sur 12 ans, et qui travaille avec le renforcement des organisations paysannes. Et permettre aux paysans d'aller chercher les innovations qui puissent lui permettre d'améliorer sa productivité. Oui, j'y crois. J'y crois parce que si j'y crois pas,
Demain, Port-au-Prince, ça sera 12 millions d'habitants. Et ça va être chaud. Hein. Le pays en dehors, Gérard Barthélemy, voici donc une proposition de lecture de l'ambassadeur de Suisse en Haïti pour comprendre pourquoi il y a tout un pan de la population haïtienne qui est marginalisé, qui est exclu, qu'on appelle le pays en dehors. Voici donc un texte à lire de Gérard Barthélemy. Mesdames et messieurs, c'est toujours l'ambassadeur, c'est toujours Délivrez-vous, place à votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez la télévision Caraïbe, c'est la chaîne 22, vous suivez Des livres. Et vous, c'est une émission qui fait la promotion de la lecture, c'est une émission qui célèbre l'intelligence. J'ai l'honneur de recevoir sur mon plateau l'ambassadeur de Suisse en Haïti, M. Jean-Luc Virchow. Il vient de vous proposer le pays en dehors de Gérard Barthélemy. On avait commencé l'émission avec Marie-Vieux Chauvet et pour maintenant, on va voir Paul Morale. Voici donc une leçon de lecture que l'ambassadeur de Suisse m'a donnée. Je dois reconnaître que je n'avais pas encore lu ce livre. Donc je le reconnais publiquement, je ne l'avais pas encore lu. Mais comment vous êtes tombé dessus? Qui vous a parlé de ce livre? Le paysan haïtien de Paul Morale. Bon, je suis agronome. Ah oui, c'est vrai. Je suis ingénieur agronome, donc moi quand je suis arrivé ici, j'ai demandé les références, etc. Paul Morale, sauf erreur, a écrit ça quand il était au Sénégal. Oui, il était au Sénégal en effet. Ouais. Voilà. Et de nouveau, pour nous qui travaillons là-dessus, et moi qui suis agronome, je veux dire, c'est une mine extrêmement intéressante. Ouais. Et si vous l'aviez bien lu, vous m'auriez peut-être pas posé la question sur l'agrobusiness. Ouais. Et sur les logiques agricoles. Et de reconnaître que la dimension du jardin Lacou est peut-être la dimension qui offre le plus de productivité, beaucoup plus que de l'agrobusiness. Alors ça, vous me l'aviez dit un peu hors caméra, c'est aussi un livre très technique quand même. C'est très technique. Non, c'est très technique. Je suis surpris que vous l'ayez lu. Mais si vous voulez, moi je délivre facilement des attestations d'ingénieur agronome. Donc, vous allez faire de moi agronome d'Angelo. Mais c'est aussi un livre qui ouvre sur l'histoire d'Haïti aussi, Bien sûr. sur l'hypothèque du passé, pour reprendre la formule de Paul Morale. Complètement. Et qui raconte aussi toutes les politiques, et la politique américaine au temps de l'occupation américaine. Ouais. Hein, et qui est intéressante. C'est intéressant dans... Ça date de 2015. C'est quelle année déjà? Non, ça c'est début des années 50. Oui, voilà. Mais à l'occupation américaine? L'occupation américaine. 1915-1934. Voilà. 1934. Donc il décline toutes les politiques américaines justement pour le développement de l'agriculture. Ouais. Et ils se sont totalement plantés. Mais en même temps, la politique était intéressante. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait autrement. Mais résultat, zéro. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros zéro. Hein. Et je trouve ça fascinant qu'il ait cette angle d'attaque. Mais bien sûr, je suis un spécialiste. C'est ce qui a constitué mon métier. Donc, c'est sûr que je suis... Ouais, ça vous a beaucoup plu, quoi. Il y a des petits détails qui m'ont beaucoup surpris dans ce livre. Et des détails qui paraissent évidents, mais quand tu les lis, ça te dit, ah ouais, c'est... En 1804, il y avait 500 000 Haïtiens. Oui. On était 500 000 sur toute la République d'Haïti. Oui. C'était une toute petite population. C'était une petite population. Ouais. Et puis là, nous sommes passés quoi, à 12-13 millions. 12-13 millions, probablement. Ouais. Donc la pression démographique est telle que cette paysannerie, elle va carrément être asphyxiée. Mais oui, c'est ça. Mais vous savez, on a eu ça aussi dans nos pays. Je ne veux pas dire que tous les pays se ressemblent, mais la Suisse, à la fin du 19e et du 20e, il y a eu une migration extrêmement forte de la paysannerie suisse.
Et ils sont partis où, ces gens? Il y avait de l'espace. Et il y avait moins le souci de traverser des frontières. Tout ça était moins organisé. Mais ils sont partis au Brésil, ils sont partis en Argentine, ils sont partis aux États-Unis. Les New de Geneva, on va les retrouver aux États-Unis. Nous, on va à Fribourg, on va le trouver au Brésil. Où ils font encore de la raclette, de la fondue, et ils bouffent du chocolat. Ouais. Mais je veux dire, ça, c'est notre paysannerie qui est partie à ce moment-là. Et il y avait encore ces espaces qui étaient possibles. Espaces qu'on ne retrouve plus à l'heure actuelle. Face à des pressions démographiques et face à des formes de révolution démographique. L'Afrique connaît une révolution démographique qu'on va être incapable de gérer. Ouais. Comme Haïti connaît une dimension démographique qui ne va pas être facile à gérer à partir du moment où les portes se ferment, où il est plus facile, même avec un passeport, de pouvoir voyager. Et on peut voyager pour autant qu'on ait le visa américain. Il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Vous avez le droit de ne pas répondre à cette question. Le président haïtien actuel, Jovenel Moïse, il est d'origine paysanne. Est-ce que vous avez l'impression, pour avoir collaboré avec lui comme ambassadeur, soit directement ou indirectement, est-ce que vous avez l'impression que dans sa ligne prioritaire, la paysannerie n'est pas une figure de proue? Moi, je crois. Dans ses axes prioritaires. Dans ses axes prioritaires, c'est son souci. L'agriculture est son souci. Et la production est son souci. La caravane du changement, à l'origine, c'était ça. Est-ce que c'est la paysannerie? On peut se poser la question. Mais je pense que c'est son souci et sa volonté. Il a voulu le faire. Et il s'y est engagé. Et je pense qu'il vient de ce milieu-là. Vous savez, le président Moïse, moi, je l'ai surtout rencontré quand je suis arrivé en Haïti, quand il était à la tête d'Agritrans. Okay. Et je suis allé le voir. À cette époque? À cette époque-là, il n'était pas du tout... Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il puisse être candidat à la présidence. Et ça marchait à l'époque, son projet agricole? Je voyais quelqu'un qui croyait, qui avait cette envie de vouloir concrétiser quelque chose. C'était au début. Je ne sais pas si ça marchait ou pas. Mais il y avait ce rapport à la paysannerie, des 3000 paysans qui sont partenaires aussi sur les 3000 hectares. Il y avait une réflexion, en tout cas là derrière. Ensuite, après, c'est parti dans autre chose. C'est parti parce qu'il est parti en politique. Mais moi, je l'ai vu surtout dans ce rôle d'entrepreneur. Et effectivement, c'était un entrepreneur agricole. Absolument. À ce moment-là, maintenant, au niveau des politiques actuelles, je serais... Sinon, au bout de ces 4 ans de mission en Haïti, est-ce que vous décernez un satisfecit aux relations diplomatiques entre la Suisse et Haïti? Bon, écoutez, je n'ai pas à décerner des satisfecits. J'avais des grands dossiers. Des dossiers qui sont à l'heure actuelle pas bouclés. Qui est le dossier simplement de la ratification de l'accord cadre avec la Suisse de coopération, qui a été signé en 2014, en juillet 2014, qui n'a jamais été ratifié par le Parlement. C'est étonnant, parce que ça donne aussi des clés de lecture du pays. Et le deuxième gros dossier, c'est la restitution des fonds Duvalier. C'est vrai que vous avez travaillé sur... ça fait 6 millions de dollars que les Duvalier avaient stocké en Suisse. Oui, 6 250 000. Ouais, et cet argent est toujours en Suisse en ce moment. Oui. Mais vous aviez souhaité à un moment donner l'argent à Privert, au président Privert. Non, pas au président Privert. Jamais donné l'argent au président Privert. J'ai essayé de donner l'argent à Haïti, que ça soit avec le président Martelly, avec le président Privert ou bien le président Moïse. C'est comment concrétiser ça? Et c'est compliqué. Et là aussi, c'est intéressant. Et on va retomber ensuite sur Marie Vieux-Chauvet. C'est ça qui est intéressant, parce que là aussi, on est sur un dossier qui est un dossier qui est un peu une synthèse des problématiques, me semble-t-il, que connaît Haïti, qui est celle de la mémoire, qui est celle du pardon, qui est celle de l'impunité. Et la corruptibilité. Je dis même pas corruption à ce moment, mais une corruptibilité.
Je ne sais pas s'il faut aborder ça. Je ne l'aborde pas, moi. Mais je trouve que rien que ce dossier-là est une sorte de synthèse de la vie d'Haïti. Je pense que ce n'est pas pour rien si ensuite j'ai rebondi et j'ai été profondément touché par le livre de Marie Vieux-Chauvet. Voilà. Amour, colère et folie. Voilà. Amour, colère et folie. Donc ça fait déjà 2 recommandations. Le paysan haïtien, Paul Morale. Le pays en dehors, Gérard Barthélemy. Et maintenant, Amour, colère, folie. On va peut-être revenir après sur ces 6 250 000 dollars qui sont... Bon. Je ne suis pas sûr que ça soit l'objet de cette émission. Attendez que j'écrive un livre là-dessus. Bon, j'espère qu'un jour, on va trouver un modus operandi pour que cet argent-là soit acheminé vers Haïti et que cet argent soit bien utilisé. Oui. Ouais, voilà. Alors, Amour, colère et folie, Marie Vieux-Chauvet, est-ce que c'est parce que c'est un livre qui a été persécuté que vous l'aimez? Brûlé à un moment, non? Non, ce n'est pas cette histoire-là. Je crois que pour moi, c'est ce livre, bon, il m'a beaucoup marqué. Je pense que c'est un des grands livres de la littérature française, sincèrement. Et que j'ai fait partager en Suisse à beaucoup de monde face à des critiques littéraires qui ne connaissaient pas du tout ça. Et je suis très fier de l'avoir fait. Ce livre m'a touché par son écriture, mais parce que surtout, je trouve que ce livre est une synthèse d'une époque où les écrivains actuels prennent racine et où les écrivains du passé ont tenté aussi d'y travailler, qui est toute cette période de Duvalier. Alors, dans le livre, ce n'est pas très clair, cette période-là, c'est un peu atemporel. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, par rapport à ce qu'il raconte et par rapport à cette dimension non temporelle du livre. On ne sait pas si ça se passe à la période des Duvalier ou pas. Oui, c'est vrai qu'elle a pris cette précaution. Mais là, côté littérature, écriture esthétique, j'éprouve pourtant d'atroces brûlures au moindre geste et je marche avec effort. Je continue de dégringoler les escaliers pour ne pas inquiéter mes parents. Pas un jour, il ne m'a fait grâce. Ce soir, il était comme fou. Il criait, il m'enfonçait son poing dans le corps et regardait couler mon sang en râlant de volupté. Vampire, vampire, je l'ai vu boire mon sang et s'engriser comme de vin. Il y a aussi, c'est bien écrit, ce sont des pas de ballet qu'elle fait. Complètement. Et j'ai énormément d'admiration là-dessus. Les 3 nouvelles sont enracinées dans ce qu'est Haïti. Ouais. Vous savez, j'ai beaucoup lu pour comprendre le milieu rural haïtien. Et quand les ambassadeurs partent, souvent ils disent plus je cherche à comprendre, moins je comprends. Moi je dis et je crois que finalement il n'y a pas grand-chose à comprendre ici en Haïti. Ouais. Il faut peut-être se laisser prendre par la réalité haïtienne, se laisser envahir par elle. Il faut vivre Haïti. C'est la seule chose que je peux dire. Je serais incapable d'aller donner des leçons de quoi que ce soit. Oh, j'aurais envie sur quelques domaines. Mais il faut vivre Haïti. Et les dimensions de Marie Vieux-Chauvet, c'est Haïti. C'est cette dimension d'un espace tragique. Et c'est aussi... C'est la tragédie d'Haïti, pas le drame. C'est pas les tremblements de terre, c'est pas les ouragans. C'est peut-être aussi ça. Mais c'est cette tragédie haïtienne qui est au cœur de la tragédie grecque aussi. Portée par une voix de femme aussi. Et portée par une voix de femme et qui fait qu'on se sent profondément humain. Et s'il y a quelque chose, je ne sais pas si je vais repartir, si j'aime Haïti ou pas, c'est pas tellement le problème. Mais en tout cas, je sais que dans ces 4 ans, je me suis senti vivre. Et c'est un pays qu'on ne peut pas laisser facilement. Votre femme, Sylvana Moïse-Virchow, va rester un petit peu en Haïti. Elle va même garder son association Laboratorio à Contemporain. Oui, bon, la base de son association, c'est Genève, c'est Port-au-Prince et c'est Cotonou. Donc elle va surtout être dans les avions, mon épouse. Bon, et puis on remarque toute indiscrète, votre fille a épousé un Haïtien. Pardon?
Et effectivement, ma fille épousait Ouais, un Haïtien, faut un dire. Haïtien, et c'est pour ça que je suis assez pressé de partir. Moi, j'ai encore 2 autres filles. et je veux pas me trouver attaché à Haïti. Il faut être stratège. Ouais, c'est vrai que l'une de vos filles, Jeanne, elle est très gentille. Hein. Bon, On va pas rentrer là-dedans. on va pas rentrer là-dedans. Voici donc 3 recommandations de lecture de l'ambassadeur de Suisse. Amour, colère et folie, Marie-Vieux Chauvette. Le paysan haïtien, Paul Moral. Et le pays en dehors, Gérard Barthélemy. Quelle est votre plus grande satisfaction au bout de ces 4 ans par rapport à une réalisation personnelle ou diplomatique en Haïti? Une chose, vous vous êtes dit, oui, j'ai réussi à faire ça comme ambassadeur. Bon, c'est tout le redéploiement de l'action de la Suisse ici en Haïti. Et c'est vrai, je suis fier d'avoir tout réorienté sur le local. Et tous les nouveaux programmes, et il y a 7 nouveaux programmes, il y en a pour des centaines de millions, sur 12 ans. Hein, sur 12 ans. Ouais. On reste une coopération de moyenne importance. Mais là où je suis fier, c'est que tout est sur le local. Et il n'y aura pas, pour moi, et je le dis et je le répète, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans les médias, développement d'Haïti, s'il n'y a pas de l'économie locale, s'il n'y a pas du développement local, s'il n'y a pas soutien aux collectivités territoriales, s'il n'y a pas soutien au CASEC, s'il n'y a pas soutien à la société civile locale, tous nos programmes sont orientés là-bas. Ouais. Et je l'ai construit, et on a tout construit. On n'a pas fait venir des missions d'experts qui sont venus de l'étranger. C'est que des Haïtiens qui ont construit. Ouais, qui ont travaillé. Et qui ont travaillé là-dessus, à le penser, à le percevoir avec moi. Et j'ai ouvert là-dessus. Et je repars après 4 ans. Et c'est vrai que je suis fier de ça. Ouais. Mais là, vous allez partir en Afrique où vous aviez travaillé pendant plus de 30 ans. L'Afrique, c'est aussi un continent que vous connaissez bien. Oui, voilà. C'est Ouais. un retour aux sources, où je pars comme chef de coopération, je ne pars pas comme ambassadeur, à Bukavu, en République démocratique du Congo. Ouais. On va fermer cette émission avec le questionnaire de Proust. Je vais demander à Emmanuel qui filme pour nous. Emmanuel, s'il te plaît, prends le questionnaire de Proust qui est à côté pour moi. Et tu vas voir, hein, c'est un petit jeu tranquille, c'est un petit jeu fascinant, c'est un petit jeu adorable où tu vas répondre à quelques petites questions qui ont été élaborées par Proust. Merci Emmanuel. Mon Dieu, j'ai peur. Monsieur l'ambassadeur, quel est le principal trait de ton caractère? La pugnacité. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? L'honnêteté. La qualité que tu préfères chez une femme? L'honnêteté. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Oh là là, mon Dieu. L'amour qu'ils nous donnent. Et quel est votre principal défaut? Ouf. Je suis impulsif. Et quelle est votre occupation préférée? Lire. Quel est votre plus grand rêve de bonheur? D'arrêter de rêver. Ça, c'est pas... Non, mais- Voilà, tu me désarçonnes, tu vois. Nous sommes dans le questionnaire, c'est sérieux, bah, mais d'arrêter de rêver. Non, mon bonheur, je sais pas. Ouais. Mais quel serait votre plus grand malheur? C'est la perte de mes proches. À part être ambassadeur, qu'est-ce que vous voudriez être? À part être ambassadeur, j'aurais voulu être comédien. Parce qu'entre-temps, en parenthèse, vous aviez connu plusieurs vies avant d'être ambassadeur. Hein. Oui, Vous aviez absolument. La vie de cuisinier. Et avant votre départ, il faut absolument que vous m'appreniez à faire des raclettes et la fondue. Bon, ça, c'est pas trop difficile. Et faire la raclette et la fondue, il n'y a que les Suisses qui peuvent le faire. C'est comme le griot, il y a que les Haïtiens qui le font. C'est vrai que la fondue, vous avez fait une fondue une fois à la Forêt des Pins, j'avais adoré. C'était trop beau. Et quel est le pays où vous désirerez vivre? En Suisse, Et quel est votre mot préféré? généreux, Est-ce qu'il y a un mot que vous détestez? jalousie, Et quel est le métier que vous n'auriez pas aimé faire? banquier, Dit un Suisse. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Oh. Soit une plante, soit un arbre, soit un animal. un chêne. Un chêne.
Quel est le son, le bruit que vous détestez? Le bruit des boîtes de nuit, la nuit à Port-au-Prince. Merci, c'est une attaque personnelle. Quel est le personnage historique que vous méprisez le plus? Oh là, vous me... Personnage historique que je déteste le plus. Je sais pas. Je sais pas. Et quel est le don de la nature que vous voudriez avoir? Savoir faire du feu, maîtriser la mer. Quel don de la nature vous voudriez avoir? Le vent. Vous avez une devise dans la vie? Toujours prêt. Vous avez un juron préféré? Merde, on pose pas ces questions, ce type de questions à un ambassadeur. J'enlève la question, monsieur l'ambassadeur. Et comment vous aimeriez mourir? Pour des idées, bien sûr. Et qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Mes insomnies. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Tu retournes, t'as oublié quelque chose. Et quel est votre état d'esprit actuel? Oh, mon état d'esprit actuel. Il y a un peu de tristesse. Il y a un peu de tristesse par rapport au chaos actuel. Ouais. J'aimerais, si je peux me le permettre, terminer par une phrase de Franck Etienne. Et je trouve qu'elle est intéressante dans le contexte actuel. S'il arrive que tu tombes, apprends vite, vite à chevaucher ta chute. Que ta chute devienne ton cheval de bataille pour continuer la lutte. Voilà, c'est votre dernier mot pour Haïti, quoi. C'est mon dernier mot pour Haïti et c'est un message de Franck Etienne. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Je rappelle donc, par souci pédagogique, vos 3 titres. Marie-Vieux-Chauvette, Amour, colère, folie. Voici donc un livre à lire. Le pays en dehors, Gérard Barthélemy. Et Le paysan haïtien, Paul Morral. Mesdames et messieurs, délivrez-vous avec l'ambassadeur de Suisse en Haïti qui nous quitte malheureusement dans quelques semaines. Place maintenant, je remercie encore l'ambassadeur. À bientôt. On va peut-être se croiser en Afrique ou en Suisse. Mais qui sait? Où en merci, Haïti? et merci de m'avoir invité. Ah ben il le fallait. Être invité à une émission littéraire, vraiment, je ne suis pas sûr qu'il y en aura deux. Il y aura une deuxième fois. Allez, mesdames et messieurs, place maintenant à la petite rubrique Temps Science de cette émission. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Des livres et vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Et là en main, j'ai un couteau suisse. Petit cadeau de l'ambassadeur de Suisse, un couteau avec tellement de fonctionnalités, un couteau avec tellement de possibilités. Et là, par exemple, il y a la lame. Et là, par exemple, il y a même cure-dent comme option. Il y a même tire-bouchon comme option. Définitivement, tout un petit couteau qu'il faudra peut-être garder sur soi pour représenter l'image de la Suisse. Tout comme nous autres en Haïti, nous avons notre palmiste. Alors, eux en Suisse, ils ont donc ce couteau qui représente un peu avec le chocolat la fierté de la Suisse. Voilà, je ferme donc mon couteau suisse en espérant de ne pas me couper avec. Ce serait peut-être bizarre de faire une émission où le mec se coupe avec un couteau à la télévision. Ce serait surréaliste. Place maintenant à la rubrique Temps Science avec votre maître Philippe Junior Volmar. Vous étiez nombreux il y a 2 mois à l'aéroport international Toussaint-Louverture à me demander des nouvelles de maître Volmar. Comment va maître Volmar? J'adore ce qu'il fait. Et aujourd'hui, maître Volmar va vous parler des vaccins. Maître Volmar, ça va la vie? Ça va la vie. Très bien. Toujours le bonheur, maître Volmar. Incessamment. Détendu avec ton t-shirt, tranquille. Voilà. Je rappelle, mais vraiment, ce qui est très important, que maître Volmar est au fait un maître. Il faut quand même le préciser, c'est quelqu'un qui travaille dans le droit des affaires et qui dirige un blog Haïti Droit Investissement que vous pouvez consulter sur Internet. C'est un blog qui a beaucoup de visibilité en ce moment sur la toile et qui parle de tout ce qui touche à l'emploi, au droit du travail, au droit des affaires. Maître Volmar, on n'est pas là pour ça, on est là pour les vaccins.
quand tu étais petit, quand j'étais petit, quand Mano, quand Fekir, quand tout le monde était petit, on prend des vaccins contre la diphtérie, contre la coqueluche, contre malaria typhoïde, tout ce qui va avec. Au fait, Maître Volmar, qu'est-ce qu'un vaccin? Eh bien, avant de parler de vaccin, il faut d'abord parler d'immunité. Et le corps humain se protège contre des invasions incessantes qui se font sur l'intégrité du corps. Donc, la première protection, c'est la peau, qui est constituée de cellules mortes. Et c'est très important de rappeler cela, que la peau est constituée de cellules mortes, parce que les cellules mortes ne peuvent pas se faire infecter, puisqu'elles sont mortes. Ouais. Donc, pour qu'une cellule puisse être infectée, il faut que la cellule soit vivante. Donc, la peau est déjà une première protection contre les invasions microbiennes ou virales. Attends, petite parenthèse. Tout en étant mortes, ces cellules, elles servent quand même à protéger le corps. Évidemment. Donc, la meilleure façon de protéger le corps, c'est d'être morte. Ouais. Parce que comme ça, les microbes ou les virus ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de l'organisme en passant par la peau. Au fait, là, tu nous dis, Maître Volmar, un peu le rôle de la peau, quoi. La peau, ça sert d'abord à assurer une première protection à notre organisme contre des invasions microbiennes ou bactériologiques. Donc, c'est une somme de cellules mortes qui recouvrent des cellules vivantes. Voilà. Voilà. Au moins, les gens apprennent ça déjà. La peau, c'est une somme de cellules mortes. Voilà. Donc, voilà pourquoi généralement les gens ils disent ouais, c'est la preuve que nous avons été créés à partir de la boue, parce qu'il y a toujours. Ils pensent que c'est de la boue quand ils frottent assez fort la peau, mais pourtant, ce qu'ils font, c'est juste de décoller les cellules mortes. Ce sont des cellules mortes, c'est pas de la boue. Ouais. Donc, alors, il y a maintenant une protection à l'intérieur du corps qui est organisée par les globules blancs. Les globules blancs qui se trouvent dans le sang, mais pas que dans le sang, mais partout ou bien dans les lymphocytes, le nom que j'adore aussi. Ah, les lymphocytes. Ouais. Les lymphocytes, c'est une catégorie de globules blancs. Okay. Donc, il y a les macrophages, il y a les lymphocytes, etc. Maintenant, cette protection, cette police, ou bien cette armée du corps, a pour mission de contrer les invasions virales ou microbiennes ou bactériennes. Ouais. Donc, lorsqu'un virus ou des bactéries pénètrent dans le corps, ils sont identifiés et attaqués. Identifiés par les lymphocytes, attaqués par les macrophages qui les ingurgitent et les détruisent. Voilà. Mais il arrive que l'immunité marche mal pour plusieurs raisons. Enfin, quand je dis marche mal, il arrive aussi que ce n'est pas l'immunité qui marche mal, mais c'est l'envahisseur qui n'est pas encore identifié. Donc, le virus ou la bactérie qui a pénétré dans le corps n'est pas identifié par les lymphocytes. Ils ne le connaissent pas, donc ils ne savent pas qu'ils doivent l'attaquer. Et pendant ce temps, l'envahisseur fait tous les dégâts qu'il produit dans le corps. Donc, la mission du vaccin, c'est d'aider l'immunité à identifier ces envahisseurs dangereux pour le corps. En fait, le vaccin ne fait que renforcer la charge des globules blancs, en fait. Je dirais plutôt qu'il les aide à identifier les envahisseurs. Pourquoi j'ai dit qu'il les aide à identifier? Parce que pour attaquer une bactérie une bactérie ou un virus, il faut déjà qu'on puisse identifier comme un organisme qui n'appartient pas au corps et qui est dangereux pour le corps qu'il faut attaquer. Donc, il y a des molécules sur la membrane externe des virus ou des bactéries qui permettent de les identifier. Maintenant, le vaccin, ce qu'il fait, c'est de prendre ces bactéries et virus, de les cultiver, de les reproduire en laboratoire et de les affaiblir leur virulence. Et de faire à ce que ces êtres ne puissent pas rendre celui à qui on va l'inoculer malade. Maintenant, on l'inocule, donc c'est comme si ce sont des soldats d'une autre nation. On leur a enlevé leurs armes et puis on leur a dit de pénétrer dans le territoire. Parce qu'au fait, là, ce que tu dis, quand Émilie, qui est la maquilleuse de cette émission, amène son enfant à l'hôpital, si on donne un vaccin à l'enfant, au fait, on donne une maladie à l'enfant. Dit comme ça pour permettre aux gens de comprendre, oui. Mais la maladie qui perd de ses possibilités... Parce qu'entre l'infection et la maladie, il y a ce qu'on appelle la période d'incubation. Donc il y a un temps pour tomber malade. Ouais. Si je prends par exemple le VIH, il y a
il y a un moment où on contracte le virus. Contracte le virus et à un moment où on en est malade. Donc, Ouais. Contracter l'HIV et souffrir du sida, c'est pas la même chose. Donc, Ouais, le ce sont sida, des c'est la maladie. étapes dans le développement Voilà. du virus. Donc maintenant, c'est pas la maladie que l'on inocule, mais plutôt c'est comme si on vous infectait. OK. OK? On Sauf va prendre que- une maladie, la diphtérie. Oui. Donc, on prend le vaccin, c'est donc C'est le microbe qui produit, qui occasionne La cette diphtérie, maladie, voilà, qu'on atténue sa virulence, OK. et puis on le pénètre dans le corps. Du coup, quand la diphtérie comme maladie réelle arrive, elle se rend compte qu'elle était déjà là. Au fait, ce qui se passe lorsque ce virus atténué ou bactérie atténuée pénètre dans le corps, eh bien, il est identifié par les lymphocytes. Donc maintenant, ils ont catégorisé, répertorié, archivé les informations concernant ce virus ou bien cette bactérie. Ouais. Maintenant, la prochaine fois que ce virus ou cette bactérie pénétrera dans le corps, eh bien, les globules blancs auront déjà les informations pour l'attaquer. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'un virus ne nous empêche pas d'être infecté, il nous empêche d'être malade. Ouais. Parce que, automatiquement, toute la batterie, les macrophages, par exemple, qui sont bien armés pour cela, eh bien, ils sont informés et ils attaquent et la cellule cible, bactéries Voilà. et virus, pour les tuer. Mais en fait, ce n'est pas tant le vaccin qui tue le virus, c'est toujours les globules blancs qui Toujours font le les travail. globules blancs, sauf que maintenant, ils connaissent leur adversaire. Grâce à la présence du vaccin dans le sang. Voilà. Donc, Voilà. ce que le vaccin a fait, alors, il y a des vaccins naturels. Je dis vaccins naturels comme par exemple la rougeole. C'est une maladie que l'on contracte difficilement 2 fois. Parce que la première fois, on a été malade, etc. Parce que la bactérie a eu le temps d'agir sur le corps. Mais pendant ce temps, les globules blancs ont eu aussi le temps de l'identifier. Donc le corps s'est auto-immunisé contre la rougeole. Voilà pourquoi c'est difficile d'avoir cette maladie une deuxième fois. Parce que la prochaine fois que la rougeole va venir, à la prochaine saison par exemple, eh bien le corps est déjà préparé. Donc on n'a pas la maladie, mais ce n'est pas l'infection ou les virus qu'on ne contracte pas. Mais le corps est préparé pour se battre avec. Voilà. Merci, Maître Volmar. Voilà, on a fait un peu le plaisir. tour de la question. À jeudi prochain pour notre rubrique Temps Science. Voilà, on a donc parlé des vaccins aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris un peu le mécanisme. C'est donc cela l'idée de cette rubrique, c'est vous fournir des informations qui portent sur la science. Merci au staff technique qui m'a permis de vous présenter cette émission. Merci à l'ambassadeur de Suisse, M. Jean-Luc Virchaud, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Merci à Maître Philippe Junior Volmar qui a animé cette rubrique Temps Science. Merci à vous de continuer à nous recevoir chez vous. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres. Il y a mon couteau suisse aussi, des livres et vous.